Clémence Dufour avait toujours été l'image de la fille parfaite. À 19 ans, elle incarnait cette discrétion lumineuse qui rendait tout plus simple pour les autres. À la maison, elle anticipait les besoins de ses parents, aidait dans les tâches ménagères sans qu'on le lui demande, gardait le silence lorsqu'on oubliait de lui poser des questions et faisait tout pour ne pas déranger. À l'école, c'était la première à rendre ses devoirs, la dernière à se plaindre. Elle savait qu'elle n'aurait jamais les projecteurs comme son frère aîné Alexandre, mais elle croyait encore que sa constance finirait par être reconnue. Cette reconnaissance, elle l'espérait, viendrait peut-être lorsqu'elle entrerait à l'université. Alexandre avait 2 ans de plus et ses résultats moyens n'avaient jamais été un obstacle à l'admiration que leurs parents lui vouaient. Dès l'enfance, il avait reçu les meilleures places, les nouveaux équipements, les conversations sérieuses sur son avenir. Il n'était pas méchant, non, simplement habitué à être le centre d'un monde familial qui tournait autour de lui. Clémence, elle, n'attendait plus grand-chose, mais ce jour-là, dans la cuisine aux carreaux délavés, elle crut qu'enfin, les choses allaient changer. Elle tendit la feuille imprimée de son acceptation à l'université Lumière Lyon 2 à son père, le cœur battant. Sciences sociales. Elle y avait mis tout son espoir, tout son temps. Elle s'était renseignée sur les parcours possibles, les débouchés, les stages. Elle avait tout planifié, tout organisé pour pouvoir leur prouver qu'elle était prête. Son père prit le papier, le lut sans émotion, le posa sur la table. « On en a parlé avec ta mère, dit-il. Ce sera Alexandre. On va l'aider, lui. C'est mieux pour la famille. »« Mais pourquoi pas moi aussi ?» demanda-t-elle, la voix presque imperceptible. Sa mère détourna les yeux. Son père ne répondit pas. C'était décidé, incontestable. Pas par cruauté, mais par cette logique froide que certains adultes imposent aux enfants sans jamais mesurer l'impact. Clémence n'était pas une dépense prioritaire. Elle n'était qu'un dommage collatéral, silencieux d'une économie familiale bancale. Ce fut tout. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle rangea doucement la feuille dans son sac, se leva de table et sortit sans bruit. Ce soir-là, elle marcha des heures dans les rues du quartier sous les lampadaires fatigués de la périphérie lyonnaise. Personne ne la chercha. Personne ne remarqua qu'elle ne rentra que tard dans la nuit. Quand elle s'allongea dans son lit, les yeux fixés au plafond, elle comprit que quelque chose s'était brisé. Non pas un lien, non. Les liens, elle n'en avait jamais vraiment eu. Mais une croyance. Celle qu'en étant parfaite, elle serait aimée. Les jours suivants, elle continua à faire bonne figure. Elle se leva tôt, fit les courses, aida sa mère à préparer le repas du dimanche. Elle écouta Alexandre parler de l'école d'ingénieur privé où il avait été accepté, payé intégralement par les parents. Il avait même choisi une spécialisation, reçu un ordinateur portable flambant neuf, et parlait déjà de son futur logement étudiant. Clémence souriait. Elle savait sourire sans que ses yeux ne participent. Elle prit la décision de s'inscrire à l'université par ses propres moyens. Elle irait. Elle travaillerait s'il le fallait. Elle prendrait le train très tôt et rentrerait tard. Elle mangerait moins. Elle réduirait ses loisirs à néant. Mais elle irait, parce qu'elle ne supportait plus l'idée de se voir renvoyée à l'oubli, même par ceux qui prétendèrent l'aimer. Ce choix, elle ne le partagea avec personne. Le jour de l'inscription, elle quitta la maison en disant qu'elle allait à la bibliothèque. Elle signa les documents, prit connaissance des frais et ressortit avec un nœud au ventre. Elle n'avait pas l'argent. Pas encore. Mais elle avait cette volonté farouche que seule l'injustice peut générer. Celle de se prouver coûte que coûte. Ce que ses parents n'avaient pas prévu, c'est que leur fille, à force de renoncement, s'était endurcie. Elle avait appris à parler bas, à marcher droit, à observer dans le silence. Mais sous cette surface polie se formait un cœur prêt à exploser, pas par colère, non, mais par besoin de vivre. Clémence trouva un emploi de serveuse dans un petit café du quartier des Brotteaux. Les horaires étaient difficiles, les pourboires maigres. Mais chaque soir, en enlevant son tablier, elle sentait quelque chose grandir en elle. Elle n'était plus juste une fille qu'on oubliait. Elle devenait une femme qui avançait. Et même si elle le faisait seule, c'était peut-être la première fois qu'elle sentait le sol sous ses pieds lui appartenir vraiment. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette injustice silencieuse qu'elle avait subie n'était que le prélude, une simple fissure dans le verre, destinée à s'élargir jusqu'à ce que tout vole en éclats. Les semaines qui suivirent furent une course effrénée contre le temps.
l'épuisement et l'oubli de soi. Clémence avait réussi à s'inscrire à l'Université Lumière Lyon 2, mais chaque jour était un défi logistique et émotionnel. Elle se levait à 6 heures du matin, préparait le petit déjeuner pour la famille, partait pour ses cours en bus et tramway et terminait ses journées au café du quartier des Brotteaux, où elle enchaînait les heures de service jusque tard, dans la nuit. Elle n'avait ni pause ni répit. Chaque sou gagné servait à payer les frais d'inscription, les manuels, le transport et parfois un simple sandwich pour tenir jusqu'au soir. Elle ne parlait à personne de sa double vie. À la maison, elle laissait croire que tout allait bien. Elle inventait des horaires d'études pour justifier son absence. Elle minimisait sa fatigue, maquillait ses cernes, forçait un ton enjoué. Elle était devenue experte en dissimulation. Les seuls moments où elle se permettait d'être vulnérable étaient les trajets en tram, lorsqu'elle fixait son reflet dans la vitre et se demandait combien de temps elle tiendrait encore ainsi. L'université, bien qu'épuisante, la nourrissait d'un sentiment qu'elle n'avait jamais connu. La possibilité de penser par elle-même, de remettre en question ce qu'on lui avait toujours imposé. Les cours de sociologie, notamment, résonnaient étrangement avec sa propre expérience. On y parlait de déterminisme social, de privilèges invisibles, d'inégalités normalisées. Chaque mot prononcé en amphithéâtre réveillait une douleur sourde en elle, mais aussi une forme de lucidité nouvelle. Alexandre, de son côté, prospérait dans son école privée. Il parlait déjà de stages à l'étranger, de projets, de robotique, de start-up. Il recevait l'attention entière de leurs parents, qui le félicitaient à chaque dîner, partageaient ses réussites sur les réseaux sociaux et lui offraient, pour fêter son premier semestre réussi, une voiture d'occasion, un modèle soigné, sobre, mais qui fit vibrer la fierté familiale comme une victoire partagée. Clémence, en revanche, rentrait parfois à pied sous la pluie pour économiser un ticket de transport. Elle essuyait les tables du café avec des gestes mécaniques, tout en récitant mentalement ses fiches de révision. Son seul luxe était un carnet à spirale dans lequel elle écrivait, tard le soir, des pensées éparses, des rêves étouffés, et cette rage contenue qui grondait lentement. Un soir d'octobre, alors qu'elle quittait un cours sur les politiques d'intégration européenne, elle remarqua une affichette collée près du bureau des professeurs. Une conférence exceptionnelle allait avoir lieu sur le campus, animée par une chercheuse invitée de Paris, Camille Brisson. Le sujet l'interpella immédiatement. Engagements associatifs et justice sociale en Europe. Le titre semblait lui parler directement. Malgré la fatigue accumulée, elle décida d'y assister. La salle était presque pleine. Clémence trouva une place au fond, entre deux étudiants en master. Camille Brisson, la conférencière, avait une voix calme mais assurée. Elle parlait avec une intensité qui captivait l'auditoire. Elle décrivait son parcours dans le milieu associatif, son travail avec des jeunes issus de milieux défavorisés, les barrières invisibles qui freinaient leur ascension. Clémence, suspendue à chaque mot, se sentit pour la première fois comprise. À la fin de la conférence, quelques étudiants se pressèrent pour échanger avec Camille. Clémence hésita. Puis, sans trop réfléchir, elle s'approcha. Elle ne savait pas quoi dire. Alors elle se contenta de la remercier. Mais quelque chose dans son regard attira l'attention de Camille. « Vous êtes en sociologie ?» demanda-t-elle. « Oui, première année, » répondit Clémence. « Et vous travaillez en parallèle, non ? Je le vois à votre fatigue. » Clémence baissa les yeux, surprise. Camille sourit sans condescendance. « J'ai un projet à Paris. Une ONG. On cherche des stagiaires pour des missions de terrain. Ce n'est pas rémunéré, je préfère être honnête. Mais vous y apprendrez plus que dans n'importe quel cours magistral. Ça vous intéresserait ?» Elle resta figée un instant. Un stage à Paris. Comment gérer ça avec son emploi, ses cours, ses trajets? Mais au fond d'elle, une voix s'imposa. « Dis oui. »« Oui, » répondit-elle doucement. Ce simple mot fut un tournant. Elle ignorait encore à quel point. Clémence ne dormit presque pas cette nuit-là. L'excitation d'avoir parlé à Camille Brisson se mêlait à une angoisse viscérale. Un stage à Paris, même non rémunéré, représentait une promesse autant qu'un dilemme. Elle savait qu'elle ne pourrait pas abandonner son emploi de serveuse, mais elle ne voulait pas non plus renoncer à cette opportunité. Elle sentait, sans encore l'expliquer, que quelque chose d'essentiel venait de s'ouvrir devant elle. Le lendemain matin, entre deux cours, elle reçut un courriel de Camille. Le message était bref, mais direct. « Clémence, comme convenu,
Je vous propose de rejoindre notre ONG à Paris pour un stage de 3 mois. Vous assisterez les coordinateurs de projet et participerez à nos activités de terrain. Ce sera intense mais formateur. Si vous êtes toujours partante, on commence lundi. Il y avait une adresse, une liste de documents à envoyer et une note en bas. Je crois en votre potentiel. À très bientôt. Elle relut le message plusieurs fois. Son cœur battait fort. Puis elle se leva de sa chaise à la bibliothèque et marcha d'un pas décidé vers l'administration universitaire. Elle expliqua qu'elle allait effectuer un stage à temps partiel, demanda à obtenir une dérogation pour suivre certains cours à distance et sortit du bureau avec un mélange d'adrénaline et de peur. Tout devenait réel. Elle ne dit rien à ses parents. Ils pensaient qu'elle avait simplement plus de cours. Elle négocia avec le patron du café pour travailler les soirs du jeudi au dimanche, gardant ses lundis et mardis libres pour monter, à Paris. Les mercredis, elle ferait l'aller-retour. Ce serait insensé, mais elle n'avait pas d'autre choix. Le lundi matin suivant, elle prit un train à 6 heures. Le wagon était presque vide. Elle s'installa près de la fenêtre, les yeux encore lourds de sommeil, le carnet sur les genoux. À son arrivée, la ville la happa par son énergie brute. Elle prit le métro, suivit les indications et trouva enfin l'immeuble ancien, aux briques rouges, siège de l'ONG nommé Horizon Solidaire. Camille l'attendait dans le hall. Elle portait un jean, une veste en lin et un sourire franc. « Tu es pile à l'heure. J'aime ça. » Clémence se sentit immédiatement à l'aise. Camille la guida à travers les étages, lui présenta l'équipe, des jeunes d'horizons divers, des anciens bénévoles devenus chargés de mission, des expatriés, des stagiaires comme elle. Tous semblaient parler une langue faite d'engagement, de résilience et de respect. Les premières tâches étaient modestes. Classer des dossiers, organiser des plannings, assister à des réunions de coordination. Mais dès la deuxième semaine, Clémence accompagna un groupe sur le terrain. Distribution alimentaire dans un quartier populaire, animation d'ateliers pour des adolescents en rupture scolaire, soutien administratif pour des familles migrantes. Ce fut un choc. Elle vit la précarité dans les yeux de ceux qu'on ne croise jamais vraiment. Elle écouta des histoires de survie, de désillusion, de courage. Elle comprit que son propre combat silencieux avait des échos dans tant d'autres existences. Et cela, loin de la décourager, l'éveilla. Un jour, en revenant d'une mission, elle demanda à Camille « Pourquoi moi ? Pourquoi m'avoir choisi alors que je n'avais rien d'exceptionnel à vous offrir ?» Camille la regarda avec sérieux. « Justement parce que tu es invisible aux yeux des autres, et que tu continues malgré tout. Tu crois que ça ne se voit pas, mais moi, je le vois. Tu as cette rage tranquille. Tu ne cherches pas la reconnaissance, tu cherches ta place. Et ça, Clémence, c'est rare. » Ce fut peut-être la première fois qu'elle se sentit véritablement vue. Les semaines passèrent. Le rythme était infernal. Elle dormait parfois moins de 4 heures par nuit, mais chaque jour nourrissait sa force intérieure. Elle remplissait des carnets entiers de réflexions, d'idées, de constats. Elle se surprenait à imaginer des solutions, des projets. Elle n'était plus seulement stagiaire. Elle devenait actrice. À Lyon, elle poursuivait ses cours avec acharnement. Ses professeurs remarquaient sa maturité, sa capacité d'analyse, sa posture déjà professionnelle. Mais personne ne connaissait vraiment l'ampleur de son quotidien. Elle gardait cela pour elle. Ce n'était pas de la honte, c'était une forme de protection. Un soir, alors qu'elle rangeait les dossiers dans le local de l'ONG, elle tomba sur une armoire verrouillée. Intriguée, elle demanda à un autre stagiaire de quoi il s'agissait. Il haussa les épaules. « Je crois que c'est là que Thierry garde les projets confidentiels, le genre de truc que seuls les coordinateurs voient. » Thierry Morel, le directeur de l'ONG, était un homme charismatique, autoritaire, toujours impeccable. Il avait accueilli Clémence poliment, mais avec une distance professionnelle marquée. Elle sentait qu'il la jaugeait sans jamais vraiment l'intégrer. Camille, en revanche, semblait lui accorder toute sa confiance. Quelques jours plus tard, Camille lui confia une mission de classement numérique sur un ordinateur partagé. En fouillant dans les dossiers pour effectuer des mises à jour, Clémence tomba sur un répertoire mal rangé, oublié dans une ancienne sauvegarde. Elle ouvrit un fichier au hasard. Ce qu'elle y découvrit la figea. Des documents internes mentionnaient un partenariat avec un programme européen de bourses intégrales, destiné aux jeunes en situation de précarité ou de rupture familiale.
Clémence parcourut les critères d'éligibilité. Elle correspondait à tous. Et pourtant, personne à l'ONG ne lui en avait parlé. Une question se forma dans son esprit, puis refusa de s'effacer. Pourquoi ces informations étaient-elles si bien cachées? Et surtout, pourquoi personne ne lui avait jamais proposé de postuler? L'idée obsédait Clémence. Depuis qu'elle avait découvert les documents sur le programme européen de bourse, elle ne parvenait plus à se concentrer comme avant. Ce n'était pas seulement la surprise de tomber sur une opportunité cachée, c'était la sensation de trahison, douce mais profonde, de faire partie d'une organisation qui prétendait aider des jeunes comme elle, tout en gardant pour elle les clés de l'ascension. Pendant plusieurs jours, elle hésita. Parler à Camille, questionner Thierry, faire semblant de n'avoir rien vu. La méfiance s'installait subtilement. Elle continua à se rendre à Paris chaque semaine, épuisée mais résolue. Elle remplissait ses missions avec soin, mais avec une attention accrue à chaque mouvement de l'équipe dirigeante. Elle observait Thierry avec plus d'acuité. Son autorité lui semblait désormais teintée d'un zèle paternaliste qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Il s'adressait aux stagiaires comme à des enfants à former, mais derrière, son sourire cordial, Clémence décelait une volonté de contrôle, un besoin de filtrer l'information, de conserver le pouvoir décisionnel au sommet. À Lyon, la situation devint plus difficile. La fatigue chronique affectait ses performances. Un matin, elle arriva en retard à un examen partiel et perdit des points précieux. Un de ses professeurs lui fit une remarque acerbe sur le manque de sérieux. Clémence baissa la tête, n'expliquant rien. Elle n'avait ni le temps ni la force de se justifier. Le point de rupture survint un samedi après-midi. Elle était rentrée plus tôt que prévu du café où elle travaillait, espérant réviser pour un devoir à rendre. Mais en entrant chez elle, elle tomba sur une scène inhabituelle. Dans le salon, ses parents et Alexandre discutaient avec enthousiasme autour d'une brochure colorée. Sur la couverture, un logo bien connu, l'école d'ingénieurs de son frère. Alexandre venait d'être accepté dans un programme d'échange international. En récompense, ses parents avaient décidé de lui offrir une voiture neuve. « Tu as vu, Clémence » s'exclama sa mère. « On est si fiers de lui. Il part en Allemagne au printemps, et il aura enfin une voiture fiable pour les trajets. Il le mérite bien, non ?» Elle sourit faiblement. Personne ne lui demanda comment elle allait. Personne ne se soucia de ses résultats, de ses trajets à Paris, de son travail nocturne. Elle retourna dans sa chambre, ferma la porte et se laissa glisser contre le mur. Les larmes coulèrent silencieusement. Ce n'était pas la voiture. C'était le symbole. Tout ce qu'elle construisait seule restait invisible. Et ce qu'Alexandre recevait sans effort supplémentaire brillait comme un trophée. Le lundi suivant, elle affronta Camille. « Je peux te parler » demanda-t-elle, la voix ferme. Elles s'isolèrent dans une salle vide. Clémence, d'un ton contrôlé, exposa ce qu'elle avait découvert. Les documents, les critères. Son silence forcé. Camille ne sembla pas surprise. Elle écouta en silence, puis soupira longuement. Ce programme, Thierry refuse qu'on en parle aux stagiaires. Il prétend que c'est trop sélectif, que ça risquerait de créer des tensions internes. Il pense que seuls les profils vraiment exceptionnels devraient y avoir accès. Et moi, je ne le suis pas, c'est ça, murmura Clémence. Ce n'est pas ce que je pense, mais c'est lui qui décide. Il verrouille les dossiers. Je t'aurais parlé de la bourse dès le début, si j'avais pu. Ce fut un coup, mais aussi une clarté nouvelle. Thierry n'était pas un guide, il était un gardien de seuil, et elle n'avait plus l'intention de rester derrière cette porte. Alors je veux postuler, par mes propres moyens. Tu peux m'aider ? Camille la fixa longuement, puis acquiesça. Si tu es prête à te battre, oui. Mais sache que tu t'attaques à quelque chose de plus grand que tu ne l'imagines. Clémence rentra à Lyon ce soir-là, avec dans son sac plus que des documents. Elle portait désormais une détermination affûtée. Elle ne cherchait plus seulement à survivre. Elle voulait enfin changer les règles du jeu. Clémence ne dormait presque plus. Entre les trajets Lyon-Paris, les cours, le travail au café et les recherches pour la candidature à la bourse européenne, ses journées s'épuisaient à un rythme inhumain. Mais elle tenait bon. Ce n'était plus une question de fatigue. C'était une course contre l'invisibilité. Elle passait ses nuits à peaufiner son dossier, rédiger sa lettre de motivation, relire les critères d'éligibilité. Tout devait être irréprochable. Camille lui apportait un soutien discret, mais précieux. Elle lui fournissait des documents internes,
lui expliquait les attentes du comité de sélection, corrigeait ses textes. Ensemble, elles préparaient une candidature qui devait frapper juste, avec vérité et puissance. Le programme ciblait des jeunes en situation de vulnérabilité, sociale, économique ou familiale, prêts à s'engager dans un projet de transformation communautaire. Clémence cochait chaque case, mais devait le prouver sans se plaindre, sans paraître victimaire. Elle devait raconter sa vérité avec dignité. Un soir, en fouillant plus profondément dans les anciens fichiers numériques de l'ONG, Clémence fit une découverte encore plus choquante. Il existait une base de données listant les profils internes potentiellement éligibles à la bourse. Des noms y figuraient accompagnés de commentaires confidentiels. Manque de maturité, profil instable, trop fragile, bonne candidate mais dossier bloqué. Son nom y était. À côté, une mention froide. Profil. Intéressant mais non prioritaire. Décision du directeur. Elle sentit une vague de colère lui traverser la poitrine. Non prioritaire. Comme si son parcours, son engagement, sa fatigue silencieuse n'étaient qu'un détail administratif. Comme si Thierry, par simple appréciation subjective, pouvait décider de son avenir. Elle imprima le document, le glissa dans une chemise et le rangea dans son sac. Elle savait que cette preuve ne pouvait être utilisée directement. Mais elle lui donnait une confirmation. Ce qu'elle soupçonnait était vrai. On lui avait volontairement fermé une porte. Le week-end suivant, alors qu'elle rentrait à la maison pour déposer son linge et récupérer quelques affaires, elle trouva ses parents assis à la table, discutant d'un voyage pour visiter Alexandre en Allemagne. Ils projetèrent de partir au printemps, de prendre 2 semaines. Encore une fois, personne ne lui demanda comment allait sa vie, ses études, son stage. Elle observa la scène, puis monta dans sa chambre sans un mot. Le contraste entre les deux existences était devenu si flagrant que toute tentative de rapprochement lui paraissait absurde. Dans sa chambre, elle sortit son téléphone, posa le trépied qu'elle utilisait parfois pour les cours en ligne et appuya sur « Enregistrer ». Elle fixa l'objectif, longtemps. Puis elle commença à parler. Elle raconta son parcours, ses luttes invisibles, ses journées doubles, ses nuits sans sommeil. Elle parla de l'injustice familiale, du stage à Paris, des espoirs brisés et des silences obligés. Elle ne nomma personne, elle ne chercha pas la pitié. Mais chaque mot vibrait d'une force calme et d'une lucidité rare. Quand elle eut terminé, elle coupa la vidéo, la regarda une seule fois, puis la envoya à Camille. « Si tu penses que c'est trop, je comprends », écrivit-elle dans le message. La réponse vint rapidement. « C'est exactement ce qu'il faut, c'est toi, c'est vrai, on va l'envoyer. » Le dossier complet fut transmis au comité européen quelques jours plus tard. Camille, malgré les consignes de discrétion imposées par Thierry, utilisa ses anciens contacts pour faire circuler la candidature de Clémence. Elle savait que les processus étaient longs, mais elle croyait en la force du témoignage. Et surtout, elle croyait en Clémence. Pendant ce temps, Thierry multipliait les réunions internes. Il devenait plus présent, plus intrusif. Il interrogeait les stagiaires sur leurs projets, leur posait des questions détournées sur Camille. Clémence comprit qu'il sentait l'équilibre lui échapper. Elle évitait les confrontations directes, mais savait que le temps des dissimulations touchait à sa fin. À Lyon, elle reçut un appel de son professeur de sociologie. Il voulait lui proposer une présentation sur l'engagement étudiant dans les structures associatives. Ce serait une intervention courte mais devant des enseignants, des responsables académiques et d'autres étudiants. Clémence hésita, puis accepta. Elle y vit une répétition, un test pour le discours qu'elle n'osait encore imaginer prononcer un jour. Les jours passaient. L'attente de la réponse du comité devenait insupportable. Chaque courriel, chaque notification la faisait sursauter. Elle ne disait rien à personne, pas même à ses rares amis de la fac. Elle ne voulait pas espérer, trop haut, pas tomber de plus haut encore. Mais au fond, quelque chose en elle avait déjà changé. Elle n'avait plus besoin de validation externe pour croire en sa valeur. Elle savait désormais ce qu'elle valait, elle savait ce qu'elle avait traversé, et elle savait que, quoi qu'il arrive, elle ne laisserait plus jamais quelqu'un décider à sa place. Thierry Morel avait toujours été une figure respectée dans le petit monde associatif parisien. Il savait parler aux bailleurs, séduire les élus locaux, inspirer les jeunes recrues. Avec sa voix grave, ses chemises impeccables et son ton rassurant, il imposait une forme d'autorité douce mais indiscutable.
Pour beaucoup, il était un modèle d'engagement. Pour Clémence, il était d'abord resté une figure lointaine, jusqu'au jour où elle devint un problème. Depuis que Camille avait soutenu la candidature de Clémence au programme européen, un climat de tension insidieuse s'était installé dans les couloirs d'Horizon Solidaire. Thierry avait bien compris que quelque chose lui échappait. Il n'avait pas besoin de preuves. Il sentait dans les regards, dans les silences, dans l'air même. Il commença alors à exercer une forme de pression discrète mais constante. Clémence reçut, sans explication, un changement dans ses missions. Elle fut déplacée d'un projet de terrain à un poste purement administratif. On lui demanda de classer des factures, de vérifier des tableaux Excel, de soutenir la logistique interne, un recul évident. Lorsqu'elle questionna le responsable, celui-ci se contenta d'un haussement d'épaule, ordre du directeur. Elle en parla à Camille, qui fronça les sourcils. « Il t'éloigne du terrain, dit-elle. C'est une stratégie classique. S'il peut prouver que tu n'es pas impliqué, il aura un argument pour justifier que tu n'étais pas prête pour cette bourse. Et tu crois qu'il va aller jusqu'à me faire virer ?» demanda Clémence. « Il n'en a pas besoin. Il suffit qu'il sabote ta réputation, qu'il laisse entendre que tu es instable, que tu te disperses. Ce genre de remarque, dans notre milieu, se répand plus vite qu'un scandale. » Camille était en colère, mais elle restait calme. Elle avait vu cela avant. Des hommes qui se servèrent de leur aura d'altruisme pour garder le pouvoir, même dans des structures censées être progressistes. Elle savait aussi que pour une jeune femme comme Clémence, issue d'un milieu modeste, sans réseau ni appui familial, chaque erreur, chaque malentendu pouvait se transformer en mur. Clémence, cependant, ne céda pas à la peur. Elle continua son travail avec la même rigueur, même lorsque les tâches étaient ingrates. Elle arrivait à l'heure, prenait des notes, posait des questions, rendait ses rapports. Elle savait qu'elle était observée. Elle décida donc de transformer chaque jour en preuve de sa fiabilité. Elle reçut enfin un accusé de réception de sa candidature au programme européen. Rien de plus, juste un message laconique, standardisé. Mais pour elle, c'était un signal. Son dossier était dans la course, maintenant elle devait tenir. Une semaine plus tard, Thierry organisa une réunion exceptionnelle. Tous les stagiaires furent convoqués. Il parla longuement des valeurs de l'organisation, de la nécessité de cohérence, de la fidélité à l'esprit collectif. Il ne nomma personne, mais ses allusions étaient transparentes. Il parlait de ceux qui cherchent à briller seuls, de ceux qui exploitent leur passage ici pour des ambitions personnelles. Clémence se sentit visée, mais elle ne montra rien. Elle se contenta de fixer un point neutre sur le mur sans réagir. Après la réunion, Camille l'attendait dans un couloir. « Il devient dangereux. Il essaie de te discréditer devant tout le monde. Je m'y attendais, mais je n'ai pas peur. Tu vas devoir être plus maligne que lui. » Camille avait un plan. Elle proposa à Clémence de préparer une seconde version de sa candidature, non officielle, à destination directe d'un contact de confiance au sein du comité européen. Ce contact, une ancienne collaboratrice de Camille, avait conservé un poste d'influence dans la cellule de sélection. Elle pouvait transmettre le témoignage vidéo de Clémence sans passer par les circuits officiels que Thierry surveillait. « Ce n'est pas illégal », expliqua Camille. « Mais ce n'est pas non plus dans le protocole, il faut que tu sois d'accord. » Clémence prit quelques secondes avant de répondre. « Je veux le faire. S'il utilise les règles pour me faire taire, alors je les contournerai pour parler. » Le soir même, elles envoyèrent la vidéo accompagnée d'une lettre signée par Camille. Puis elles attendirent. Durant les jours suivants, Clémence sentit un frémissement dans l'attitude des autres membres de l'ONG. Certains lui parlaient avec plus de réserve. D'autres, au contraire, lui adressaient des regards complices. Le silence n'était plus uniforme. Quelque chose changeait. Une ligne venait d'être franchie. Elle n'était plus juste une stagiaire discrète. Elle devenait, aux yeux de certains, une menace. Aux yeux d'autres, un espoir. Thierry, quant à lui, continua son petit théâtre. Il fit semblant d'ignorer les tensions. Mais il augmenta les contrôles, exigea plus de rapports, insinua auprès de certains membres qu'il fallait revoir la cohérence des équipes. Clémence savait que la partie était en cours et qu'elle n'avait plus le droit à l'erreur. Le jour où Clémence décida d'envoyer sa candidature directement au comité européen, elle sentit quelque chose se libérer en elle. Ce n'était pas seulement un acte de résistance, c'était un acte de reconnaissance personnelle.
Elle n'attendait plus que les autres la voient. Elle s'était enfin vue elle-même. Ce matin-là, elle se leva avant l'aube, prit le train pour Paris et arriva à l'ONG avec le dossier complet dans son sac. Lettres de motivation, preuves d'inscription universitaire, témoignages filmés, lettres d'appui de Camille, et même quelques recommandations de professeurs de Lyon qu'elle avait sollicitées en cachette. Camille l'attendait, dans un petit café près du siège de l'organisation. Elle portait un manteau gris et des lunettes de soleil, comme si elle savait déjà qu'elle faisait quelque chose qui dérangeait. Elles commandèrent 2 cafés, puis Camille sortit, son ordinateur portable. Elles relurent toute une dernière fois. Aucune faute, aucun oubli, chaque mot pesé, chaque document justifié. Clémence fixa l'écran, inspira profondément et appuya sur « Envoyer ». Le silence qui suivit fut plus bruyant que 1000 voix. Elles restèrent là à regarder le vide pendant plusieurs minutes. « C'est fait », dit Camille. « Maintenant, on attend. » Mais Clémence savait que le plus difficile n'était pas l'attente. C'était ce qui viendrait après. Car à partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour possible. Ce que Clémence ignorait, c'est que Thierry avait déjà compris qu'elle agissait en dehors du cadre qu'il contrôlait. Il avait eu vent d'une communication avec le comité, d'un message signalé par un contact interne, et il savait que Camille était derrière. Il convoqua alors Clémence à son bureau, sous prétexte d'un bilan de mi-parcours. Le bureau de Thierry était une pièce spacieuse, élégamment décorée. Des photos de projets humanitaires, des livres soigneusement alignés, un drapeau européen dans un coin. Il l'invita à s'asseoir, croisa les mains, puis planta son regard dans le sien. « Clémence, je vais être direct. Il y a des choses qui m'inquiètent dans ton comportement récent. » Elle ne répondit pas. « Tu sembles distraite, moins impliquée. Tu fais preuve d'initiative, certes, mais parfois au détriment de la hiérarchie. Tu comprends ce que je veux dire ?» Elle le fixait sans broncher. « Je crois que tu as beaucoup de potentiel, mais il ne faut pas confondre ambition et précipitation. Certaines portes, si on les force, se referment à jamais. » Il marqua une pause, pensant l'avoir déstabilisée. « Mais Clémence, calme, répondit enfin, ou peut-être que certaines portes ne s'ouvrent jamais si on n'a pas le courage de les pousser. » Un silence tendu s'installa. Thierry comprit qu'il avait perdu le contrôle. Il lui adressa un sourire froid. « Très bien, nous verrons où cela te mène. » Ce fut la dernière conversation directe entre eux. Les semaines suivantes furent pesantes. Clémence sentait les regards changer. Certains collègues la soutenaient discrètement. D'autres l'évitaient. Le climat devenait électrique. Mais elle se concentrait sur l'essentiel. Ses cours, son travail et surtout, l'attente. Un soir, alors qu'elle fermait le café à Lyon, elle reçut un courriel. L'expéditeur était inconnu. L'objet. Candidature Horizon Europe, retour du comité. Son cœur manqua un battement. Elle ouvrit le message d'une main tremblante. Le texte était bref. « Chère Clémence Dufour, nous avons bien reçu votre dossier et nous tenons à vous remercier pour la qualité exceptionnelle de votre témoignage. Cependant, il semblerait que certains éléments administratifs aient été transmis de manière incomplète. Malheureusement, le délai pour les candidatures est désormais clôturé. Nous vous encourageons à postuler de nouveau lors de la prochaine session. » Elle relut le message 3 fois. Incomplète, mais elle avait tout envoyé, tout vérifié, à moins que... Elle comprit. Quelqu'un avait sabordé sa première candidature. Le dossier initial, celui passé par les canaux classiques de l'ONG, avait été tronqué, volontairement, la main de Thierry ou d'un complice. Elle rentra, chez elle hébétée. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle s'assit sur son lit et resta là, figée. La trahison n'était pas une surprise. Mais l'injustice de la confirmation la transperçait. Le lendemain, elle retourna à Paris. Elle retrouva Camille dans un silence lourd. Ils ont rejeté. Le premier dossier a été saboté. Camille ne demanda pas comment elle le savait. Elle comprit immédiatement. Elle se leva, alla vers un placard, sortit un dossier noir. À l'intérieur, une clé USB. Heureusement, ton témoignage a circulé par d'autres voies. Une de mes anciennes collègues m'a appelé. Elle veut te parler, personnellement. Clémence leva les yeux, incrédule. Tu veux dire qu'il reste une chance? Pas une chance, une ouverture, une autre route, mais cette fois ce sera toi face à eux. Le bureau de Camille était plongé dans un silence dense, presque palpable. Clémence tenait la clé, USB entre ses doigts.
comme si elle contenait quelque chose de trop précieux pour être réel. Elle avait du mal à croire qu'après la désillusion brutale du rejet, il existait encore une ouverture. Une chance qui ne devait rien au système officiel, mais à l'écho que son témoignage avait laissé dans l'ombre. « Qui est cette personne ?» demanda Clémence, la voix rauque de fatigue. « Elle s'appelle Anja Keller. Elle travaille qu'à Bruxelles, dans l'unité spéciale du programme Horizon Europe. C'est une ancienne camarade de master brillante, mais surtout intègre. Elle a vu ta vidéo, celle qu'on a envoyée en parallèle. Elle m'a dit que ça l'a bouleversée. » Clémence sentit un mélange d'émotion et de prudence. Après avoir été trahie par l'intérieur, comment faire à nouveau confiance? Pourtant, une part d'elle savait que c'était sa seule option. « Elle veut qu'on s'appelle ?» demanda-t-elle. « Non, elle veut te rencontrer. »« En personne. Elle pense que tu dois venir à Bruxelles pour une évaluation directe. Pas une interview formelle, mais une conversation. Elle a dit que certaines histoires méritent qu'on les entende autrement. » Clémence accepta sans hésitation. 3 jours plus tard, elle montait dans un train, seule, un sac à dos sur l'épaule, un carnet dans la poche. Elle avait peu dormi, mais cette fatigue était différente. C'était celle de quelqu'un qui avance malgré les coups. À Bruxelles, Anja l'attendait à la sortie de la gare. Une femme dans la quarantaine, tailleur sobre, regard franc. Elles se saluèrent d'un simple hochement de tête, comme 2 personnes conscientes que les formalités étaient inutiles. Elles marchèrent jusqu'à un petit café discret, non loin du siège du programme. « Je voulais t'écouter hors du cadre », dit Anja dès qu'elles s'installèrent. « L'administration, les comités, parfois ils filtrent trop de choses essentielles. » Clémence raconta tout avec calme. Pas pour convaincre, mais pour témoigner. Elle parla de Lyon, de ses parents, de son frère, de l'université, du café, du stage, de Camille, de Thierry. Elle raconta sa solitude, ses choix, ses nuits blanches, les humiliations discrètes, les petites victoires silencieuses. Anja ne prit pas de notes. Elle écouta simplement, intensément. Quand Clémence eut fini, Anja dit « Je ne peux pas garantir que tu seras accepté formellement. Le programme est clos pour cette session, mais il existe un autre projet, parallèle, plus expérimental, moins connu. On y cherche des jeunes capables de redéfinir ce que signifie mériter une chance. Je crois que tu pourrais y avoir ta place. » Clémence hocha la tête. Elle ne demanda pas de détails. Elle savait qu'elle dirait oui, quoi qu'il en soit. Quelques jours plus tard, de retour à Lyon, la nouvelle parvint officiellement. Elle était sélectionnée pour un projet pilote du programme européen, basé à Bruxelles, avec bourse complète. Logement, frais, transport. Tout était pris en charge. Son témoignage serait même utilisé comme matériel d'introduction pour les nouvelles cohortes. Mais Clémence ne dit rien à personne, ni à ses collègues de l'ONG, ni à ses parents, ni même à Alexandre. Elle décida de garder cette carte dans sa manche, jusqu'au moment où elle pourrait enfin l'utiliser comme elle l'avait rêvé, pour raconter, à sa façon, tout ce qu'on lui avait interdit de dire pendant trop longtemps. La date de la cérémonie de fin d'année approchait. À l'université, les préparatifs s'accéléraient. Une oratrice devait être choisie pour représenter les diplômés de la promotion. Clémence ne s'était pas proposée. Mais un groupe de professeurs l'avait suggéré. Ils avaient remarqué son parcours, sa régularité, son implication. L'administration la contacta. « Vous êtes notre première option. Accepteriez-vous d'être l'oratrice de la cérémonie ?» Elle accepta, sans hésiter. Ce serait son moment. À la maison, ses parents parlèrent peu de la cérémonie. Ils viendraient, bien sûr, par obligation plus que par fierté. Alexandre serait là aussi. Il venait d'obtenir un stage prestigieux dans une entreprise allemande. Encore une réussite, à célébrer. Clémence prépara son discours avec soin, pas pour choquer, pas pour blesser, mais pour dire, enfin, avec précision, avec honnêteté. Elle relut ses carnets, relança les souvenirs, choisit chaque mot comme une pierre pour construire un pont ou une cathédrale. Le jour venu, elle monta sur scène sous les applaudissements polis d'un amphithéâtre bondé. Elle ajusta le micro, inspira et commença. Et dès la première phrase, tous comprirent qu'ils n'entendraient pas un discours comme les autres. Les premiers mots de Clémence résonnèrent avec une sobriété inattendue. Elle ne parla pas d'elle tout de suite. Elle évoqua d'abord le silence, celui qu'on apprend à adopter dès l'enfance. Le silence dans les repas où l'on ne demande jamais comment s'est passée ta journée. Le silence dans les classes où l'on félicite les bruyants et oublie les discrets. Le silence des sacrifices,
des renoncements, des efforts qui ne laissaient pas de traces. Et puis, doucement, elle glissa vers sa propre histoire. Elle raconta son parcours, non comme une plainte, mais comme une suite logique de décisions prises à défaut d'options. Elle décrivit ses doubles journées, les trajets entre Lyon et Paris, le travail de nuit, les cours suivis entre 2 cafés serrés. Elle ne cita pas de nom, mais tous ceux qui la connaissaient savaient. Elle parlait avec une lucidité calme, presque clinique. Et pourtant, à chaque phrase, l'émotion montait dans la salle. Dans le public, ses parents étaient figés. Alexandre, assis à leur gauche, regardait sa sœur avec un mélange de perplexité et de malaise. Il n'avait jamais entendu cette version de sa vie. Il ne l'avait jamais vraiment écoutée. Puis, dans les dernières minutes, Clémence évoqua la bourse, le rejet, la manipulation. Et enfin, l'autre chemin, celui qu'elle avait construit avec l'aide de quelques rares alliés. Elle annonça qu'elle avait été acceptée dans un programme européen pilote à Bruxelles avec une bourse intégrale et qu'elle partirait dans les semaines suivantes pour travailler sur des projets visant à donner une voix aux jeunes invisibles. L'auditoire explosa en applaudissements. Des professeurs, des camarades, même des membres de l'administration se levèrent. Une enseignante enregistra la scène avec son téléphone, émue aux larmes. La vidéo fut publiée quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux de l'université. En moins de 24 heures, elle fut partagée par des milliers de personnes. Le visage de Clémence, sa voix, ses mots, devinrent un symbole inattendu. Mais ce qui arriva après la cérémonie fut encore plus inattendu. Alors que les étudiants se réunissaient dans le hall pour les félicitations et les photos, Clémence s'éclipsa discrètement. Elle sortit par une porte latérale, longea le bâtiment et se dirigea vers le banc isolé où elle aimait lire entre 2 cours. Camille l'y attendait. « C'était au-delà de ce que j'espérais, dit-elle en s'asseyant. Je n'ai rien dit qui ne soit vrai. Justement, ta vérité est puissante. » Elles restèrent silencieuses un instant, puis Camille tendit à Clémence une enveloppe. À l'intérieur, un courrier officiel portant l'entête de la Commission européenne. « C'est Tanja, expliqua Camille. Ton témoignage a été intégré dans le matériel pédagogique du programme. Il sera projeté lors de la session d'ouverture des nouvelles cohortes. Tu plaisantes? Non, et ce n'est pas tout. Ils veulent te proposer un poste à temps partiel dans l'équipe de conception du programme. Tu travailleras avec d'autres anciens bénéficiaires pour adapter les critères de sélection, proposer des améliorations, identifier des candidats oubliés. » Clémence relut la lettre 3 fois. Le nom Clémence Dufour y figurait noir sur blanc, précédé du mot « consultante ». C'était bien elle. Elle n'était plus juste une bénéficiaire. Elle devenait une actrice du changement. Plus tard, ce soir-là, alors que la vidéo de son discours continuait de circuler, elle reçut un message inattendu sur son téléphone. C'était Alexandre. Un simple « On peut parler ?» Elle resta un moment à fixer l'écran. Puis elle éteignit le téléphone et retourna à son carnet. Ce n'était pas le moment. Elle écrivit « Je pensais qu'il fallait être vu pour exister. Je pensais qu'il fallait qu'on m'écoute pour avoir le droit de parler. Mais parfois, il suffit de parler quand même. Et ceux qui doivent entendre finiront par le faire, ou pas. Et ce n'est plus grave. » Les connexions qu'elle avait créées, les effets en chaîne qu'elle avait déclenchés, tout cela avait commencé par un acte de courage silencieux, dire oui à un stage non rémunéré malgré la fatigue, puis dire oui à une chance fragile, puis dire non à l'effacement. Clémence comprenait enfin que le pouvoir ne venait pas de ceux qui t'accordent une place, mais de ta capacité à en créer une, même là où il n'y a rien. La salle de cérémonie était pleine à craquer. Les familles, les professeurs, les camarades de classe s'installaient dans un murmure d'excitation et de curiosité. À l'extérieur, un soleil d'été inondait les vitres, et à l'intérieur, une tension particulière flottait dans l'air. Le discours de Clémence, désormais viral, avait transformé l'événement universitaire habituel en un moment d'attente collective. Tous voulaient voir, entendre, comprendre davantage cette jeune femme qui, quelques jours plus tôt, était encore presque anonyme. Clémence, assise au premier rang avec les autres orateurs, gardait le regard droit, les mains posées sur ses genoux. Elle portait une robe sobre, une couleur neutre. Rien ne brillait sauf sa présence. Ses parents étaient au fond de la salle, assis à côté d'Alexandre. Ils n'avaient pas parlé du discours depuis sa publication. Aucune remarque, aucun commentaire. Juste un silence figé, mais ils étaient revenus. Et cela, pour elle, suffisait.
Le directeur de l'université prononça quelques mots d'introduction, suivis par les hommages classiques aux enseignants, au personnel, aux diplômés. Puis vint le moment du discours final. La salle se tut immédiatement. Clémence se leva, monta les marches de l'estrade, s'approcha du pupitre. Le micro était déjà allumé. Elle prit une grande inspiration et balaya la salle du regard. Elle n'avait pas besoin de notes. Tout était en elle, depuis toujours. Je suis ici aujourd'hui pour parler au nom de ceux qu'on ne voit pas. La première phrase claqua dans l'air comme une vérité nue. Ceux qui traversent les années scolaires sans faire de vagues. Ceux qui travaillent après les cours pour payer leurs études. Ceux qui rentrent chez eux sans qu'on leur demande s'ils ont mangé. Ceux qu'on encourage à être raisonnables, silencieux, adaptés. Ceux qui, même brillants, doivent prouver chaque jour qu'ils méritent juste d'exister. Un frémissement parcourut l'auditoire. Plusieurs têtes se tournèrent vers ses parents. Mais Clémence n'y prêta aucune attention. J'ai été cette personne, invisible, et je ne dis pas cela avec amertume, je le dis avec force, car ce que j'ai vécu m'a construite, m'a poussée à chercher ailleurs ce qu'on ne me donnait pas ici. Elle raconta alors son parcours en condensé. Les trajets, les emplois, le stage, les refus. Elle parla de Thierry sans jamais dire son nom. Elle décrivit les mécanismes, pas les personnes. Les structures, pas les visages. Car son combat n'était pas une vengeance, c'était une lumière. On m'a dit que je n'étais pas prioritaire, que je devais attendre mon tour, que ce n'était pas encore le moment. Mais si j'avais attendu que quelqu'un me tende la main, je serais encore assise à attendre aujourd'hui. Le silence dans la salle était total. Personne ne bougeait. Même les enfants, d'ordinaire agités, semblaient figés. Alors j'ai parlé, j'ai osé, j'ai contourné les règles. Et aujourd'hui, je pars. Je pars pour Bruxelles, où je travaillerai avec d'autres jeunes qui, comme moi, ont dû forcer leur place dans un monde qui ne les attendait pas. Je pars avec une bourse complète, une mission claire, et un engagement que je ne lâcherai jamais. Rendre visible ce qui ne l'est pas. Elle marqua une pause. Ses mains étaient toujours calmes. Sa voix ne tremblait pas. Ce diplôme que je reçois aujourd'hui, ce n'est pas un papier. C'est une preuve. Une preuve que même ceux que personne ne regarde peuvent changer le cours des choses. Et si je suis ici, ce n'est pas parce que j'ai été choisi. C'est parce que je n'ai pas attendu qu'on le fasse. Elle remercia les quelques professeurs qui l'avaient soutenue. Camille, les amis discrets. Puis elle conclut, simplement, à tous ceux qui m'ont ignoré, merci. Vous m'avez appris ce que valait ma voix. La salle éclata en applaudissements. Pas de politesse, de l'authenticité. Long, bruyant, debout. Certains pleuraient. D'autres souriaient avec fierté. Ses parents, eux, restaient immobiles. Alexandre baissa les yeux. Le monde qu'il croyait stable venait d'être fissuré par quelques phrases calmes. Une professeure, celle qui avait enregistré la vidéo du précédent discours, filma encore. Elle posta le discours complet quelques heures plus tard. Cette fois, la vidéo atteignit les médias. Des journalistes contactèrent l'université. On voulut en savoir plus. Qui était cette Clémence Dufour? D'où venait-elle? Que ferait-elle ensuite? Mais ce que Clémence fit juste après la cérémonie, personne ne l'attendait. La cérémonie était à peine terminée que Clémence s'éloignait déjà de l'université. Tandis que les groupes se formaient dans la cour pour immortaliser la journée, qu'on distribuait des flûtes de champagne et que les professeurs félicitèrent les familles, elle marchait d'un pas calme vers la sortie latérale. Elle n'avait ni robe académique, ni chapeau à lancer en l'air. Ce qu'elle venait de faire ne se célébrait pas avec des applaudissements ou des photos. Elle n'avait pas prononcé un simple discours. Elle avait d'un seul souffle redéfini sa trajectoire. À quelques rues de là, Camille l'attendait. Elles s'installèrent sur un banc à l'ombre d'un arbre, comme si le tumulte du monde universitaire appartenait déjà à un passé lointain. « Tu sais que ta vidéo a dépassé 50 000 vues en moins de 2 heures ?» lança Camille, presque incrédule. « Ce n'est pas la vidéo qui compte, c'est ce qu'elle a réveillé. » Camille sourit. Elle savait que Clémence n'était pas intéressée par la notoriété. Elle n'avait jamais cherché la lumière, et pourtant c'était vers elle que se tournaient désormais les regards. Plusieurs journalistes avaient contacté l'université. On voulait interviewer la voix des invisibles. Des collectifs étudiants l'avaient citée dans leurs publications. Même des membres d'organisations politiques partagèrent ces mots. Mais ce que Clémence fit après surprit tout le monde. Elle prit un train pour rentrer chez ses parents, sans prévenir. Ce n'était pas une visite de réconciliation.
Elle n'y allait pas pour discuter, ni pour expliquer. Elle y allait pour boucler un cycle. Lorsqu'elle arriva en début de soirée, la maison semblait calme. Une lumière tamisée s'échappait du salon. Elle entra avec ses anciennes clés et trouva ses parents assis devant la télévision. Ils se tournèrent lentement vers elle, surpris. « Clémence, on ne t'attendait pas. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle posa son sac, retira ses chaussures, puis s'avança. « Je suis venu chercher mes affaires. » Un silence inconfortable s'installa. Sa mère lança hésitante. « On a vu ton discours. Quelqu'un l'a partagé dans le groupe de l'école. C'était fort. » « Oui, confirma Clémence. C'était la vérité. » Son père se redressa dans le canapé, les sourcils froncés. « Tu aurais pu nous en parler avant. Ce que tu as dit, c'est un peu dur à entendre. » Clémence soutint son regard. Ce fut bien plus dur à vivre. Sans attendre de réponse, elle monta à l'étage. Sa chambre était restée intacte. Les murs recouverts d'affiches, la petite bibliothèque encore garnie de ses vieux livres, le bureau où elle avait passé tant de nuits à travailler en silence. Elle ouvrit la valise qu'elle avait apportée et commença à ranger. Quelques vêtements, ses carnets, des souvenirs soigneusement choisis. Rien de superflu. Elle ne prenait que ce qui l'aidait à avancer. Avant de partir, elle rédigea une lettre. 3 pages, pliées avec soin, posées au centre de la table du salon. Elle ne la lut pas à voix haute. Elle n'en expliqua rien. Elle laissa simplement ce message-là, comme elle avait laissé tous les autres avant, sans attendre de réponse. La lettre disait ceci. « Je pars, non pas parce que je vous déteste. Je pars parce que j'ai enfin compris que je ne peux pas. Passer ma vie à attendre que vous me voyiez, j'ai crié sans bruit pendant des années. J'ai demandé de l'attention sans prononcer un mot. J'ai voulu être assez bonne, assez calme, assez utile, en espérant que cela suffirait. Mais le silence n'est pas une preuve d'amour. Et l'oubli n'est pas un accident. Alors je me choisis. Je pars pour Bruxelles, où l'on m'a offert une place non parce que je suis parfaite, mais parce que j'ai été moi, parce que j'ai parlé, parce que j'ai osé. Je ne vous souhaite aucun mal. Je vous remercie même, vous m'avez forgé. Mais je ne reviendrai pas dans cette maison avec l'espoir que vous changiez. Prenez soin de vous. Clémence. Elle sortit sans bruit. Aucun mot ne fut échangé, aucun adieu prononcé. La porte se referma doucement derrière elle. Dans le train pour Paris, elle sentit le poids se dissoudre lentement. Non pas une légèreté joyeuse, mais une respiration nouvelle. Pour la première fois, elle se sentait libre. Elle arriva à la gare du Nord à l'aube. Camille l'attendait, avec 2 billets pour Bruxelles. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. Clémence hocha la tête. Plus que jamais. Le train pour Bruxelles quittait la gare du Nord, alors que Paris s'éveillait lentement derrière les vitres. Clémence, assise près de la fenêtre, observait les premiers rayons du soleil traverser la ville, sans y attacher de mots. À côté d'elle, Camille lisait un dossier, silencieuse. Entre elles, il n'y avait plus besoin de parler. Tout avait été dit, et ce qui restait était plus profond que des phrases. Le voyage dura un peu plus d'1 heure, mais pour Clémence, il marqua une rupture nette entre 2 mondes. Ce n'était pas une simple transition géographique, c'était un changement d'atmosphère, d'espace intérieur. Elle ne fuyait pas. Elle avançait, et dans cette marche vers l'inconnu, elle trouvait une paix nouvelle, celle d'avoir laissé derrière elle ce qui n'avait jamais voulu la voir. À leur arrivée à Bruxelles, elles prirent un taxi vers le quartier européen. Les rues pavées, les façades anciennes, les drapeaux flottant sur les bâtiments officiels lui donnaient une impression de distance, comme si elle entrait dans un décor de film. Mais tout était réel. Elle tenait dans son sac une lettre officielle de nomination. Elle avait une chambre réservée dans une résidence universitaire, et surtout, elle avait un rôle à jouer. Camille la guida jusqu'à l'immeuble, où siégeait l'unité pilote du programme. À l'entrée, une jeune femme les accueillit avec un badge et un sourire. « Vous devez être Clémence Dufour. On vous attendait. » Elle la mena dans un espace lumineux, à la fois sobre et moderne. Quelques autres jeunes étaient déjà présents. Tous semblaient entre 20 et 30 ans, venus de pays différents, parlant plusieurs langues. Un groupe choisi non pour leurs privilèges, mais pour leur capacité à transformer l'adversité en savoir. Clémence fut immédiatement intégrée. On lui donna un badge, un bureau, un ordinateur, mais ce n'était pas un emploi, c'était un laboratoire d'idées, un espace d'écoute,
un lieu où l'on cherchait à comprendre ce que les institutions ignorent souvent, ce que signifie, en vérité, donner une chance. Elle passa les premiers jours à écouter. Les récits des autres, souvent différents dans la forme, mais étrangement similaires dans le fond. Histoires de familles absentes, d'écoles indifférentes, de structures qui broient. Et pourtant, chacun d'eux était là, debout, construit, transformé. Puis vint le moment de partager sa propre histoire. Elle raconta tout. De Lyon à Paris, des petits boulots aux nuits sans sommeil, du stage saboté au discours qui avait tout déclenché. Elle parla sans haine, sans désir de revanche. Elle parlait comme on dépose un fardeau devenu inutile. Ce qu'elle voulait, maintenant, c'était construire. Pour les autres, avec les autres. Un jour, alors qu'elle entrait dans l'immeuble, elle fut accueillie par une surprise inattendue. Dans le hall, un écran diffusait une vidéo en boucle. C'était son témoignage. Celui enregistré dans sa chambre, dans le silence d'une nuit de doute. Sauf que cette fois, il était sous-titré en 5 langues. Il faisait partie du module d'introduction officiel du programme. Tous les nouveaux candidats le visionnaient en arrivant. Elle resta figée un instant. Une jeune femme s'approcha. « C'est toi dans la vidéo, non ?» Clémence hocha la tête, un peu embarrassée. « C'est grâce à toi que je suis là. J'ai vu la vidéo dans mon école. J'ai su qu'il fallait que je tente. Merci. » Les mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle répondit simplement. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es là parce que tu le mérites. » Mais ce soir-là, dans sa chambre seule, elle sentit une vague monter. Non pas une émotion lourde, mais un calme profond. Elle écrivit dans son carnet « Ce n'est pas la reconnaissance que je cherchais, c'est la possibilité d'ouvrir une porte, pas seulement pour moi, pour d'autres, pour celles et ceux qu'on ne voit pas tant qu'ils ne crient pas. Moi, j'ai parlé doucement, et pourtant, on m'a entendu. » Elle pensa à ses parents, à Alexandre. Elle n'éprouvait plus ni colère ni tristesse, seulement une distance, un silence qui résonnait autrement, un silence habité, choisi, qui ne demandait plus rien. Elle savait qu'un jour peut-être il viendrait. Peut-être chercherait-il à comprendre, mais ce ne serait plus nécessaire. Désormais, elle écrivait sa propre histoire, et cette histoire ne commencerait plus jamais par l'effacement. Le printemps bruxellois s'installait doucement, apportant avec lui une lumière dorée sur les façades anciennes et les pavés encore humides de la veille. Clémence, désormais bien intégrée à l'équipe du projet européen, avait pris l'habitude de commencer ses journées tôt. Elle marchait jusqu'au siège de l'initiative, saluait les gardiens par leur prénom, montait les escaliers en fredonnant un air discret. Rien dans son attitude ne trahissait l'ampleur du chemin parcouru, et pourtant, chaque pas résonnait comme une victoire. Le programme pilote auquel elle participait connaissait un succès inattendu. Les témoignages recueillis, les recommandations élaborées, les récits de parcours résilients avaient commencé à influencer de véritables politiques éducatives. Clémence n'était pas seule dans cette dynamique, mais sa voix, en particulier, avait trouvé un écho particulier. Elle savait parler avec justesse, avec une forme d'autorité née non d'un poste mais d'une vérité vécue. Un matin, Camille débarqua dans les bureaux avec un dossier épais sous le bras. Elle avait pris quelques jours pour se rendre à Bruxelles et revoir de près ce que Clémence avait construit. « Elles veulent te proposer une responsabilité plus grande, » annonça-t-elle. Clémence leva les yeux de son écran. « Plus grande que ça ? Ils veulent faire de ton témoignage une base permanente du programme, créer un module à ton nom, une série d'ateliers, de documents, de récits basés sur ton parcours, et pas seulement pour inspirer, pour former, pour recruter, pour identifier. » Clémence resta silencieuse un moment. « Et ils veulent que je le coordonne ?»« Exactement. Pas seul, bien sûr, mais tu seras à la tête. Ils te font confiance. » Elle accepta, pas par orgueil, mais parce qu'elle sentait que c'était la suite naturelle. Elle n'était plus seulement une bénéficiaire d'aide, elle devenait un maillon essentiel de la chaîne de transmission. Quelques semaines plus tard, une cérémonie interne fut organisée dans l'auditorium de l'ONG européenne. Une centaine de personnes étaient présentes, collaborateurs, bénéficiaires, membres du conseil. À la fin de l'événement, Anja monta sur scène et prit la parole. Parmi nous, il y a des histoires qui méritent d'être racontées à voix haute, pas pour glorifier une personne, mais pour montrer ce que peut produire un choix. Le choix de ne pas se taire. Le choix de croire en soi malgré le silence des autres. Aujourd'hui, nous voulons honorer l'une de ces voix. Elle invita Clémence à monter sur scène. Une vidéo fut projetée.
un montage de son premier témoignage, entrecoupé de séquences tournées dans les coulisses du programme, de fragments de discours, de regards échangés. La salle se leva pour l'applaudir. Certains pleuraient. D'autres souriaient, simplement émus. Clémence prit la parole brièvement. Ce que j'ai vécu, beaucoup d'autres le vivent encore. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis exceptionnel. C'est parce que j'ai que la chance de croiser des personnes qui ont vu au-delà de ce que je montrais. Mon travail maintenant, c'est de faire la même chose pour d'autres. Merci de me laisser cette place. Je la remplirai de toutes les voix qu'on n'entend pas encore. Dans les jours qui suivirent, elle reçut des messages de jeunes de toute l'Europe. Certains lui parlaient de leur solitude, de leur colère, de leur fatigue. Elle répondait à chacun quand elle le pouvait, avec soin, avec justesse. Un matin, en ouvrant sa messagerie, elle découvrit un email d'Alexandre. Objet. Je t'ai écouté. Le message était court. Il ne demandait rien. Il disait simplement « Je n'avais rien compris. Et je suis désolé, vraiment. » Elle resta longtemps à regarder l'écran. Elle ne sut pas si elle devait répondre. Elle n'était plus en colère. Elle n'attendait plus d'excuses. Mais quelque chose dans ce message fermait une boucle. Non pas pour revenir, mais pour conclure. Elle répondit « Merci, moi je continue ». Ce jour-là, en sortant de chez elle, elle croisa une jeune fille qui venait d'arriver au programme. Elle semblait perdue. Clémence s'approcha, lui tendit la main. « Je suis Clémence. Tu veux que je te montre où on va ?» Et en marchant à côté d'elle, elle sourit. Elle pensait à tout ce qu'elle avait traversé, à Lyon, à Paris, à Bruxelles, et à ce qu'il restait à construire. Elle n'avait pas gagné pour se venger. Elle avait gagné pour ne plus jamais s'effacer.